sur email, souligner ton nom. Ouh, est-ce que tu souris quand tu me lis? J'aimerais tant qu'on se revoie la prochaine fois que tu viens ici. Bref, bonjour les amoureux de la lecture. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Très reconnaissante de la vie, je vais bien, je suis en bonne santé. J'espère qu'il en est de même pour vous. Puis si ce n'est pas le cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Alors, mon nom c'est Fatoumata Guindo pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois. Moi, j'écris des livres. Nous avons Inspectrice Ina, qui est mon premier roman, et Safia, le poids d'une histoire, qui est le deuxième. Inspectrice Ina va te plonger dans une enquête policière dans laquelle notre inspectrice essaye de savoir ce qui est arrivé à une jeune dame qui est décédée subitement. Donc elle fait son enquête. J'y partage aussi la difficulté que c'est pour une femme d'être dans ce genre de métier. J'y partage les réalités de l'excision, que ce soit dans mon pays ou dans certaines zones de l'Afrique et ailleurs dans le monde. J'y partage aussi ma merveilleuse culture malienne, africaine, un mélange de plusieurs endroits, de plusieurs personnes rencontrées. Tandis que Safia va t'exposer à des questionnements existentiels qui se posent à une jeune femme à un certain stade de sa vie. Du coup, elle se pose des questions, elle se demande ce qu'elle va faire. J'en profite un peu pour parler de la dépigmentation de la peau noire. On parle un peu des sujets tels que l'infidélité féminine. Je mets toute l'information dans la barre de description pour vous procurer les livres, et vous pouvez m'écrire aussi à travers mon adresse mail qui s'affiche pour que je puisse vous dédicacer personnellement les livres et vous les envoyer par la poste. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre. Comment décrire ce livre? Je viens vous parler d'un petit trésor. Un trésor qui s'intitule La chèvre de ma mère. Je pense que pas mal de personnes qui vont voir cette vidéo ont soit entendu parler de ce livre ou entendu parler du titre. Mais il faut savoir que Ricardo Kanyama, c'est vraiment un très bon auteur. Aujourd'hui, parler d'argent est difficile dans certaines parties du globe terrestre, alors que l'argent est au centre de pas mal d'affaires dans notre vie là. Pour que moi je m'assoie et que je fasse cette vidéo, j'ai dû acheter un téléphone et c'est de l'argent. Je suis en train d'allumer la lumière pour que mon visage soit joli là et bien visible. La lumière, mais à la fin du mois, il va falloir payer les factures. La chaise sur laquelle je suis assise, mes jolis livres qui sont en arrière, la petite bibliothèque, la maison, je ne sais pas. C'est l'air seulement. Même l'air même là, qui sait? Non, juste pour vous dire que tout est relié à de l'argent. Et pourtant, aujourd'hui encore, c'est très difficile de parler d'argent. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qui nous renvoie à nos difficultés, un sujet qui nous renvoie à notre impuissance, parce que ça devient difficile d'en parler quand on n'en a pas des fois et on se sent mal face à cette situation. Alors, La chèvre de ma mère, c'est un livre que je vous conseille de lire, mes très chers amoureux de la lecture, même mes très chers pas amoureux de la lecture. Lisez ce livre parce que il traite de je peux le départager en deux phases. La première phase, c'est il raconte concrètement l'histoire de la chèvre de sa mère. Et la seconde phase, ça va plutôt être des techniques pour vous apprendre à mieux gérer votre argent. Première partie, il se trouve que dans la coutume de notre auteur, lorsque tu décèdes, tout ce que tu as amassé au cours de toute ta vie revient à tes frères. Ainsi, lui, ses oncles se sont accaparés de tous les biens et ont laissé une chèvre à sa maman et une chèvre à la coépouse de sa maman. Alors, tout le monde est parti de son côté. La maman, puis ses enfants avec leur chèvre, la coépouse de la maman avec sa chèvre et les enfants. Et bien sûr, les oncles aussi sont restés avec leurs biens.
Et ainsi commença une période de difficulté. Il n'avait pratiquement rien à manger, à un point où même pour allumer le feu, c'était compliqué. Donc, il fallait attendre que des voisins puissent commencer à allumer leur feu. Puis eux, ils allaient chercher du feu pour cuisiner. Juste pour vous introduire un peu, pour vous mettre un peu dans le contexte de difficulté. Et la vie était tellement dure qu'un jour, ils ont décidé de piéger en quelque sorte leur maman pour lui mettre face à une réalité du genre, il faut qu'on mange la chèvre. La pauvre chèvre, il fallait qu'on la mange parce qu'ils avaient faim. La co-épouse de la maman, elle, de son côté, elle avait fini avec cette histoire de chèvre. Fini, la chèvre est mangée complètement. Elle est au paradis, la chèvre. Donc, mais lui, sa maman a voulu garder la chèvre parce que pour elle, c'était en quelque sorte leur prospérité. Cet être qui va venir changer leur vie. Vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant parce que je ne vais pas vous donner plus de détails pour la première partie parce qu'il va falloir que vous partiez quand même acheter, vous procurer le livre pour découvrir les informations là-dedans. Mais c'est très intéressant parce qu'on va effectivement se rendre compte que cette chèvre va résoudre beaucoup de problèmes parce qu'elle va se multiplier. Dans la phase 2, il va plutôt mettre en lumière des techniques pour pouvoir s'en sortir financièrement. Et ce que moi j'apprécie le plus, c'est que la plupart du temps, vous savez, les questions d'argent, les questions d'intelligence financière, c'est beaucoup de livres qui sont, oui, en français, mais la plupart du temps, ce sont des Américains qui écrivent ces livres. Et ces livres se situent vraiment dans des contextes purement américains. Puis le langage est vraiment différent du langage africain. Là, comme on te parle de chèvre et on te met, on t'expose. On t'expose des idées très concrètes pour pouvoir y arriver. Bien sûr, je vais vous lire quelques parties du livre, mais avant, j'aimerais vous partager c'est quoi mon coup de cœur vraiment avec ce livre. Mon coup de cœur, c'est d'avoir compris à quel point un argent sans intelligence financière ne sert à rien. Comment vous expliquer vous faites? Prenons un exemple. Disons une personne qui n'a pas lu le livre. Voilà comment elle pourrait réagir si elle a $1 million. 1 million de dollars dans son état, assise tranquillement. Vous voyez les endroits où, quand tu voyages là, il n'y a pas de mur. C'est-à-dire que le mur, c'est une vitre. Donc, tu es assise et puis en face, tu vois l'eau. L'eau est belle, c'est-à-dire que l'eau est claire, un genre, tu vois les poissons dedans. Et il y a l'autre activité aussi, l'activité où c'est comme ces deux choses comme ça là, tu es debout et puis on branche la machine et puis l'eau sort de la machine comme ça et puis ça t'amène en haut et puis tu tournes. Tu tournes. Et puis il y a quoi? Il y a les visites avec les lions. Comme je suis en train de marcher comme ça, j'ai ma canne et puis le lion est devant moi et puis je serre le visage et je prends la photo, je me mets sur mon profil. Bref, s'il vous plaît, le série est mort. Mais juste pour vous dire que automatiquement, sans intelligence financière, une fois qu'on a une certaine somme d'argent, tout ce à quoi on pense, c'est vraiment dépenser. Mais lorsqu'on a une intelligence financière, on met en pratique certains conseils qu'il nous livre dans le livre, dans le sens où on essaye de comprendre ce qu'on peut faire avec cet argent-là. Oui, comme tu peux très bien te mettre à l'aise dans l'endroit dont je parlais avec les murs qui sont en vitre, faire de beaux voyages, acheter à manger, aller dans des beaux restaurants, donner, aider les gens. Mais tu peux aussi utiliser cet argent-là pour qu'il ait un impact réel sur le long terme pour toi, pour tes proches, pour ta communauté, pour en tout cas faire quelque chose qui fait du sens dans ta vie. Vous voyez, quand je vous disais qu'il plaçait la chose dans le contexte africain, à la page 87, je vais vous partager quelques lignes intitulées « Les demandes et sollicitations ». Un jour, une connaissance souhaitait que je lui emprunte $1000 pour un problème urgent auquel elle devait faire face.
Je lui dis que j'étais désolée, mais que ce n'était pas possible. Elle me répliqua que je n'avais qu'à piocher dans mon compte professionnel. Je lui répondis ceci. Mes affaires, c'est comme votre entreprise où vous travaillez. En parenthèse, elle était employée dans une société commerciale. Votre compagnie ne peut pas vous prêter une telle somme, bien que vous soyez son fidèle ouvrier. Comment voulez-vous que la mienne puisse le faire pour vous? C'est insensé. Très souvent, ceux qui travaillent pour leur propre compte sont pris dans ce genre de piège par leurs proches salariés qui exigent d'eux qu'ils empruntent tout le temps et sans aucune planification à l'entreprise, alors que leur entreprise ne fait pas cela pour eux. Si vous voulez réussir dans les affaires, ne faites jamais une telle erreur. Refusez toujours ce genre de sollicitations sentimentales. Bien que je sois le propriétaire de la société, je me refuse à prendre ne serait-ce qu'un dollar dans la caisse pour résoudre un problème qui n'est en rien professionnel. L'argent de la compagnie doit servir à l'atteinte des objectifs de cette dernière et à son bon fonctionnement. En fait, j'ai beaucoup apprécié cette partie, mais c'est surtout la partie où il dit sollicitation sentimentale. Parce que le problème avec l'argent, c'est que lorsque des personnes sont vues comme des personnes qui ont de l'argent et elles ont des sollicitations, dès qu'elles refusent, d'autres personnes ne vont pas comprendre que c'est parce que ces personnes ne sont pas en état vraiment de donner. Ça sera plus du genre, cette personne est méchante. Vraiment, quelle méchanceté. Quand tu vas mourir là, tu ne vas pas mourir avec ton argent. Je dis, est-ce que moi je peux être sérieuse 2 minutes? Juste pour vous dire que c'est difficile pour les personnes de comprendre que même si quelqu'un est en train de travailler, que même si quelqu'un a une entreprise, c'est possible que la personne ne puisse pas donner de l'argent parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas son argent, mais c'est l'argent de la compagnie. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un bon livre qu'il faut lire. Si vous voulez faire des cadeaux, bien sûr, si vous avez déjà donné Inspectrice Ina et Safia le poids d'une histoire, achetez ce livre et donnez-le à un proche. Je vais vous partager une autre partie où on parle plutôt d'intelligence financière à la page 58. Un actif, c'est la chèvre. C'est une transaction qui garde votre richesse ou l'augmente avec le temps. Un exemple, c'est lorsque vous épargnez votre argent et l'investissez ou lorsque vous payez un bien immobilier que vous pouvez revendre un jour plus cher. Dans votre revenu, la chèvre, c'est au moins 10% qui doit être retenu pour l'investissement. Un passif, c'est un bouc, une transaction qui diminue votre richesse au fil du temps ou qui la tue simplement. C'est moins de 90% de vos revenus qui doivent être destinés à la consommation et satisfaction de vos besoins. J'en parle en détail dans le dernier chapitre. Lorsque vous dépensez la totalité de votre revenu ou richesse pour la consommation, vous comblez un désir quelconque, mais vous tuez votre chèvre, en parenthèse richesse. C'est cette décision qui vous rend pauvre et vous maintient dans la pauvreté. Le premier exemple, c'est lorsque vous décidez d'acheter une veste qui coûte 1600 $, juste pour paraître riche alors que vous n'avez aucune épargne d'investissement. Pire encore, lorsque vous achetez une voiture pour le déplacement personnel, vous échangez votre richesse contre quelque chose qui va, 1, perdre de la valeur avec le temps. Si cette voiture vous coûte 10 000 $ aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, elle vaudra moins de 2 000 $. 2, engloutir votre richesse avec le temps. En plus du fait que ce bien va se déprécier avec le temps, mais il va toujours puiser dans votre caisse pour vivre avec. Vous devez dépenser pour le carburant, les réparations, les assurances, les taxes, etc. Une autre partie que je vais vous partager, qui va être certainement la dernière, c'est triompher de la tradition de pauvre à la page 110. Le succès et l'enrichissement sont d'abord une responsabilité personnelle. Je n'aime pas être celui qui doit vous dire ce genre de vérité, mais laissez-moi vous le dire, car c'est très important pour votre avenir financier. En Afrique, il vaut mieux être pauvre que de vouloir devenir riche sans être préparé au préalable à faire face à certaines réalités africaines, dont les sollicitations de toutes sortes. Qu'est-ce que cela signifie-t-il exactement ? D'après mes observations, la classe moyenne
où ceux qui ont semblé réussir en Afrique ont voulu résoudre tous les problèmes du clan. Qu'en a-t-il résulté? Ils sont tous morts jeunes, entre 40 et 50 ans, laissant tous les parasites en vie avec leurs femmes, leurs épouses et leurs enfants. Si vous en doutez, j'ai plusieurs exemples pour vous prouver mes dires. Observez bien autour de vous et vous finirez par trouver ce genre de cas. Je pense que mon père, celui qui a laissé derrière lui tous les troupeaux de chèvres, était aussi victime de ce genre de pratiques culturelles. En effet, il devait résoudre tous les problèmes de tous ses neveux, nièces, frères et sœurs. En conséquence, il est mort jeune. Et les mêmes qu'il a aidés mirent à la porte ses enfants et gaspillèrent ses avoirs, mais il était d'une génération qui ne pouvait pas encore remettre une tradition en cause. Alors mes chers amoureux de la lecture, merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Si vous appréciez ce genre de contenu et que vous voulez m'encourager dans mon travail, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo à vos proches. Avant de finir la vidéo, je vais quand même, comme d'habitude, vous partager la biographie de l'auteur. Donc, Ricardo Kanyama est le président de l'ISTC. Il est un exemple de succès pour le continent et pour les jeunes du monde entier. Ayant survécu avec moins de 15 $ jusqu'à ses 28 ans, l'auteur se lança dans l'entrepreneuriat comme vendeur ambulant. Grâce à ses études de secret du succès et de la culture africaine anti-richesse, il connut un succès extraordinaire et devint millionnaire à 35 ans. Véritable self-made man africain, il enseigne aujourd'hui les résultats de ses études et expériences personnelles. Il est l'auteur du livre « Pouvez-vous devenir millionnaire et aller au ciel ?» Donc c'est ça, voilà la 4e de couverture et la couverture de ce magnifique livre. Bon, bye bye, bisous. Mouah.